Serge Reggiani était vénéré bien au-delà de son talent. On admirait cette voix rocailleuse empreinte de gravité et ce regard sombre où semblaient danser de vieux démons. Toutefois rares sont ceux qui ont su percevoir l'origine véritable de cette mélancolie qui lui collait à la peau. Au-delà des projecteurs et des ovations nourries, son existence fut sculptée par des drames intimes, une culpabilité rongeuse et une lutte de tous les instants pour ne pas sombrer dans le néant. Bien avant que la gloire ne vienne frapper à sa porte, le malheur avait déjà marqué son territoire. Et même lorsqu'il fut sacré comme l'une des figures majeures de la scène française, la sérénité lui resta étrangère. Voici le récit bouleversant d'un homme qui a offert son âme à l'art, consumant sa propre vie dans le processus. Tout commence par une enfance placée sous le signe du déracinement et d'un remords précoce. C'est le 2 mai à Reggio d'Émilie dans le nord de l'Italie que Serge voit le jour au sein d'un foyer ouvrier des plus modestes. Son père Ferruccio gagnait sa vie ciseaux en main comme coiffeur alors que sa mère s'épuisait lors de longues journées à l'usine. La précarité était leur quotidien et l'avenir incertain, mais le destin allait infliger une blessure bien plus profonde que la pauvreté au jeune Serge. Encore enfant, il fut confronté à l'horreur absolue, la perte de son petit frère emporté par la mort à peine âgé de 3 mois. La cause officielle était une pneumonie, mais la légende familiale murmurait que le drame découlait d'une fenêtre malencontreusement laissée ouverte. Ce détail apparemment anodin se transforma pour Serge en un fardeau insupportable, nourrissant un sentiment de responsabilité irrationnelle qui ne s'effacerait jamais. Des décennies plus tard, ceux qui l'ont côtoyé témoignaient que cette culpabilité originelle vibrait encore, en lui tapie dans l'ombre. Elle a forgé son caractère imposant, cette pudeur extrême et cette retenue émotionnelle qui allait devenir sa signature. Nous sommes en 1930 et alors que l'étau du fascisme mussolinien se resserre dangereusement sur l'Italie, la famille Reggiani se résout à l'exil pour échapper au climat politique oppressant. Serge avait 8 ans lorsqu'ils posèrent leurs valises en France dans la bourgade normande d'Yvetot, un changement d'environnement brutal pour le jeune garçon. Il se retrouva dans la peau de l'enfant immigré stigmatisé par son accent au cœur d'un pays qui regardait encore les étrangers avec une certaine méfiance. Témoin du labeur incessant de ses parents pour s'intégrer, Serge comprit très vite que montrer ses faiblesses pouvait s'avérer dangereux. Il suivit d'abord la voie paternelle en devenant apprenti coiffeur, persuadé que les métiers artistiques étaient un luxe inaccessible jusqu'à ce que le destin familial les conduise à Paris. Le hasard, parfois providentiel, mit sous ses yeux une petite annonce de journal proposant des auditions pour le Conservatoire des arts cinématographiques. Poussé par une impulsion soudaine, presque un défi envers lui-même, il décida de franchir le pas. Contre toute logique et à sa grande surprise, il fut sélectionné. Il plongea alors dans une formation théâtrale exigeante, notamment sous l'aile de Léon Smet, peaufinant un jeu basé sur une tension intérieure brute plutôt que sur la séduction. En 1938, à l'âge précoce de 15 ans, il décrocha le premier prix de comédie à Paris, une récompense prestigieuse signalant l'éclosion d'un talent hors norme. Mais les lauriers et les applaudissements ne suffirent pas à lui donner confiance en lui. Ses contemporains décrivèrent déjà un jeune homme d'un sérieux accablant, introverti, au point de vouloir s'effacer du monde. En 1939, il intégra le Conservatoire national d'art dramatique et dès 1941, il fit ses premiers pas professionnels sur les planches. Cependant, même quand le succès lui tendait les bras, il maintenait une distance émotionnelle, ne cherchant jamais la gloire pour elle-même. Instinctivement, il s'orientait vers des rôles miroirs de ses propres tourments, des personnages écrasés par des dilemmes moraux, le poids du regret et le non-dit. L'art de Serge Reggiani ne reposait pas sur une ambition dévorante, mais sur les fondations fragiles de ses pertes et de ses blessures. La célébrité finit par le rattraper, mais elle ne vint jamais seule. Le malheur lui emboîtait toujours le pas. Au milieu des années 40, Serge Reggiani s'était imposé discrètement comme l'un des espoirs les plus solides du cinéma français. Sa montée en puissance ne fut pas le fruit d'un coup d'éclat médiatique, mais le résultat d'un travail acharné et méthodique. On le remarqua dans Le Carrefour des enfants perdus réalisé par Léo Johannon. Puis il explosa dans Les Portes de la nuit où son intensité contenue le démarqua immédiatement du reste de la distribution. À l'opposé des jeunes premiers qui misaient tout sur leur charme ou leur physique athlétique, Reggiani jouait sur un autre registre. Sa force résidait dans l'immobilité, dans cette impression constante qu'il retenait une tempête intérieure, ce qui fascinait autant les réalisateurs que le public.
Le véritable tournant de sa carrière survint lorsqu'il partagea l'écran avec Simone Signoret dans le chef-d'œuvre Casque d'or. Reggiani y incarnait un homme du peuple habité par une obsession fatale, un rôle exigeant une nudité émotionnelle qu'il livra avec une authenticité désarmante. Ce film devint une légende du cinéma et propulsa soudainement Reggiani au rang de grand tragédien. Malgré tout, ce triomphe ne lui apporta jamais le sentiment de sécurité qu'il recherchait. Même au zénith de la critique, il restait profondément mal à l'aise avec son statut de star, se méfiant des compliments et vivant dans la peur que tout s'écroule. Dans la période de l'après-guerre, sa réputation ne cessa de grandir. Il enchaîna les projets au théâtre et au cinéma excellents, particulièrement dans l'interprétation de personnages à la moralité trouble et complexe. Ses prestations magistrales dans des œuvres comme Manon ou Marie-Octobre ont ancré dans les esprits son image d'acteur capable d'explorer les tréfonds de l'âme humaine sans jamais verser dans la caricature. L'obtention de la nationalité française marqua pour lui une étape cruciale, une validation administrative qui en théorie promettait une renaissance et des horizons dégagés. Contre toute attente, le destin en décida autrement, et sa trajectoire professionnelle bifurqua vers une zone de turbulence qui allait lui coller à la peau durant de très longues années. En dépit d'un génie incontestable, Reggiani vit son nom tragiquement lié à une succession d'ambitieux projets cinématographiques qui, hélas, ne virent jamais le jour sur grand écran. Il a posé sa signature au bas de contrats prometteurs avec des maîtres du 7e art, seulement pour assister impuissant au naufrage financier ou artistique de ses productions avant même qu'elles ne soient achevées. On pense notamment au film La fleur de l'âge, cette œuvre tant espérée de Marcel Carné, où il devait donner la réplique à Anouk Aimée et qui finit par sombrer dans l'oubli total. Quelque temps plus tard, ce fut au tour du mythique L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot de tourner au cauchemar. Ce qui devait être un sommet artistique aux côtés de Romy Schneider s'arrêta brutalement après un tournage chaotique. Ces longs métrages inachevés alimentèrent la mythologie du cinéma maudit, mais par une cruelle injustice, cette aura de Scoumoun finit par contaminer l'image publique de Reggiani lui-même. Dans les coulisses du cinéma français, les langues se délièrent et les rumeurs enflèrent, poussant les financiers et les producteurs à le regarder avec une certaine réticence. Bien qu'il refusât de croire qu'il attirait le mauvais œil, la récurrence troublante de ses avortements artistiques finit par l'ébranler car il n'avait pourtant rien à se reprocher sur le plan professionnel. Sa discipline était exemplaire, son respect pour les metteurs en scène total et son jeu d'une honnêteté absolue, mais malgré cette implication sans faille, le succès final semblait se dérober sans cesse. Cette incapacité à contrôler son destin réveillait en lui de vieux démons et des traumatismes enfouis, confirmant sa vision pessimiste d'un monde où la catastrophe peut s'abattre à tout instant. Néanmoins, plier n'est pas rompre, et Serge Reggiani refusa de se laisser abattre poursuivant sa route avec une détermination farouche. C'est dans ce contexte qu'il offrit une prestation d'anthologie dans Le Doulos, prêtant ses traits à Maurice Fogel, un personnage blindé par la défiance et les trahisons passées. Ce rôle agissait comme un miroir de son âme tourmentée, celle d'un être écorché perpétuellement sur le qui-vive. Il avait beau jouir de l'estime de ses pairs, il portait en lui une fatigue existentielle écrasante. La gloire, bien que présente, ne lui apportait aucun réconfort véritable. Pire encore, elle semblait alimenter le brasier de ses angoisses intérieures. Alors que les spectateurs le voyaient comme une icône indestructible, les bases mêmes de sa carrière et de son équilibre commençaient à se lézarder dangereusement. Il possédait un timbre fait pour raconter la peine plus que pour chanter des airs joyeux. Et à l'aube des années 1960, il arriva à une intersection décisive de son existence. Si son statut de comédien restait indiscutable, la précarité de ses projets et l'érosion nerveuse causée par tant de désillusions le plongeaient dans un état d'inquiétude permanent. Il ne trouvait plus son compte à simplement glisser sa peau dans celle de personnages imaginés et écrits par d'autres créateurs. Une urgence se faisait sentir, celle de trouver un exutoire qui lui permettrait de s'adresser au monde sans artifice, en brisant le 4e mur de la fiction. La révélation eut lieu lors de sa rencontre providentielle avec Jacques Canetti, ce visionnaire légendaire capable de déceler le génie chez des artistes aux antipodes des standards commerciaux. En écoutant Reggiani, Canetti ne perçut pas un chanteur de charme ou un vocaliste classique au sens traditionnel du terme. Ce qu'il entendit, c'était la vibration brute et authentique d'un homme ayant traversé les épreuves de la vie.
Alors que les ondes françaises étaient saturées par l'insouciance des yéyés et des mélodies légères, la proposition artistique de Reggiani tranchait par sa radicalité sombre. Lorsqu'il grava ses premiers disques sur les mots acérés de Boris Vian, la différence sauta aux oreilles de tous, car son organe vocal n'avait rien de la perfection lisse des crooners. C'était une voix chargée de sédiments patinés par le temps où l'émotion était retenue plutôt qu'exhibée, et c'est précisément cette pudeur qui fit sa puissance. Le public sentait intuitivement que chaque syllabe prononcée était lestée d'une vérité personnelle et profonde. La consécration véritable survint avec son second opus, fruit d'un labeur acharné sous la tutelle bienveillante de la grande Barbara, qui avait compris que Reggiani ne devait pas chercher l'esthétique vocale. Sa mission était de proférer une vérité nue, et le rendu final bouleversa les auditeurs par son dépouillement et son authenticité désarmante. Prenez par exemple le titre Le petit garçon qui narre le drame quotidien d'un père délaissé par son épouse se retrouvant seul pour élever son fils. Là où d'autres auraient forcé le trait, l'interprétation de Reggiani fuyait tout effet dramatique superflu ou maniéré. Il habitait le texte en diseur plus qu'en chanteur, utilisant les pauses et les tremblements de sa voix pour suggérer l'indicible là où la musique s'arrêtait. Cette vulnérabilité assumée résonna chez les gens et le morceau devint un phénomène émotionnel traversant toutes les couches de la société française. Peu de temps après la sortie de Les Loups, son entrée dans Paris dévoila une facette encore plus sombre et engagée de son talent immense. Puisant son inspiration dans les heures noires de l'occupation, l'œuvre préférait la puissance de l'allégorie au discours politique direct. Reggiani, ne hurlant jamais sa révolte. Il la relatait avec une gravité calme, tel un témoin narrant un cauchemar indélébile, et ce décalage entre la terreur du sujet et la maîtrise du ton conféra au titre une intensité intemporelle. Plus qu'un hymne patriotique, c'était une mise en garde solennelle. La reconnaissance fut immédiate, mais elle ne suffit pas à apaiser ses tourments. Paradoxalement, cette gloire nouvelle ne fit qu'exacerber les déchirements qui minèrent déjà sa sphère privée depuis longtemps. Au moment précis où Serge s'envolait vers les sommets de la chanson, son propre fils Stéphane luttait pour se faire un prénom dans le même univers musical. Involontairement, l'aura du père éclipsait les efforts du fils, rendant le jeu des comparaisons inévitables et créant une tension familiale qui dévastait le cœur de Reggiani. Son entourage rapportait souvent que Serge s'interdisait toute vantardise sur ses triomphes une fois rentré chez lui, hanté par la peur superstitieuse que son succès ne se paie au prix fort. Durant toute la fin des années 60 et au cours de la décennie suivante, il navigua en funambule entre deux mondes voraces, en énergie les plateaux de cinéma et les scènes de music-hall. Il s'entoura des plumes les plus fines de la francophonie, sélectionnant avec une rigueur chirurgicale des textes qui sondaient les abysses de la solitude, la quête éperdue de liberté, l'amertume des regrets et l'expression d'une résistance muette face à la vie. Si personne n'ignorait la couleur de ses engagements, jamais il ne commit l'erreur de travestir son art en tribune militante. Son regard se portait ailleurs vers les anonymes broyés par la fatalité miroir fidèle de ses propres tourments. Alors que les salles se remplissaient et que les honneurs s'accumulaient, l'homme dissimulé derrière le micro ne gagnait aucune assurance, restant d'une friabilité déconcertante. La chanson ne fut jamais pour lui un remède miracle, mais plutôt une bouée de sauvetage indispensable pour ne pas couler. Il traînait avec lui le poids des liens du sang de ses démons chimiques et d'un deuil impossible à clore. Si l'on grattait un peu le vernis de cette façade publique, cette allure sévère et disciplinée qu'affichait Serge Reggiani, on découvrait les abysses d'une intimité chaotique bâtie sur des émotions cadenassées et des souffrances anciennes méticuleusement enfouies sous le silence. Son idylle initiale avec la comédienne Janine Darcé prit racine dans le crépuscule de la guerre, une période trouble où le simple fait d'être en vie le lendemain relevait du miracle. Ils scellèrent leur union en 1945 et ne tardèrent pas à agrandir le cercle familial avec les naissances rapprochées de Stéphane et Karine. Si Reggiani assumait avec une loyauté sans faille son rôle de patriarche nourricier, il restait avare de gestes tendres figés dans une retenue maladive. L'entourage de l'époque se remémorera plus tard cette philosophie tacite selon laquelle étaler ses sentiments revenait à exposer son flanc, une forme d'aveu de vulnérabilité. L'amour était là puissant et sincère, mais il ne s'exprimait qu'à travers un fossé infranchissable toujours à distance de sécurité. Alors que les projecteurs se braquaient avec plus d'insistance sur les carrières respectives de Janine et Serge, les fondations du couple commencèrent à s'effriter sous la charge.
La rupture fut consommée au cœur des années 50, laissant chez l'artiste un arrière-goût d'échec personnel, une cicatrice qu'il choisit d'ignorer plutôt que de soigner. L'année 1957 marqua ses secondes noces avec Annie Noël, femme de théâtre et metteuse en scène dont l'exigence professionnelle entrait en résonance parfaite avec la sienne. Ensemble, ils bâtirent une tribu plus vaste, ouvrant leur foyer à 3 nouveaux enfants pour combler la maison. Célia Simon et Maria vinrent au monde entre le crépuscule des années 1950 et l'aube de la décennie suivante. En surface, le tableau semblait idyllique et pérenne, une maison vibrant au rythme de l'art des lectures de scénarios et de l'effervescence créatrice. Toutefois, derrière les remparts de cette vie apparemment rangée, Reggiani restait sur le qui-vive, perpétuellement en garde. S'il occupait l'espace physique, son esprit restait insaisissable. Dès que la pression domestique montait, il fuyait pour se barricader dans le travail. Le mutisme constituait sa seule arme face au conflit, un silence lourd qui érigea jour après jour une muraille de glace au centre de la famille. L'usure finit par avoir raison de cette union après de longues années, ancrant en lui la certitude noire que les liens humains sont par essence destinés à rompre. Tandis qu'il triomphait sur tous les fronts du grand écran aux planches de music-hall, l'alcool s'invita insidieusement dans son quotidien sans faire de bruit. Il n'y avait là rien de spectaculaire, aucune débauche de rockstar, ni scandale public étalé dans la presse. Reggiani ne levait pas le coude pour la galerie et fuyait l'image du poète maudit. Pour lui, l'ivresse n'était qu'une anesthésie nécessaire face au réel. Ses compagnons de route observèrent qu'il buvait pour faire taire le vacarme dans sa tête, pour relâcher cette tension interne qui ne lui accordait aucun répit. Si le liquide ambré calmait ses angoisses immédiates, il épaississait simultanément les murs de sa solitude. À l'aube des années 2026, on analyse souvent comment dès la fin des années 70, la boisson s'était intégrée à son rituel, un mécanisme de survie tacite qu'il ne cherchait pas à nier. Cependant, tous ces tourments n'étaient rien face à la déflagration absolue qui l'attendait durant l'été 1980. Son fils aîné Stéphane bataillait depuis des années pour exister par lui-même dans la musique, parvenant même à graver ses compositions sur disque. Il avait foulé les planches de salles parisiennes mythiques, assurant les premières parties de vedettes internationales avec courage. Mais la gloire se refusait à lui, et l'ombre gigantesque de son père transformait chaque tentative en une inévitable et cruelle comparaison. Accablé par l'échec d'un second mariage et une montagne de désillusions intimes, Stéphane glissa inexorablement vers le désespoir absolu. Retiré dans la maison de villégiature paternelle sous le soleil du sud de la France, il décida d'abréger ses souffrances d'une balle fatale. Il n'avait que 35 ans. Pour Reggiani, le choc fut une apocalypse intime dont il ne reviendrait jamais vraiment. Ses proches dépeignirent un homme physiquement diminué du jour au lendemain, comme si on lui avait arraché les organes vitaux de l'âme. La culpabilité tapie dans l'ombre depuis longtemps surgit alors avec une violence inouïe pour l'écraser. Il s'accusait de tout, de cette distance glaciale de ses absences répétées, et pire encore d'avoir triomphé dans la lumière, là où son propre sang avait échoué dans l'ombre. Il se torturait l'esprit, se demandant si son immense carrière n'avait pas étouffé les aspirations de Stéphane, si son silence habituel n'avait pas pris la place d'une main tendue au moment fatidique. La dépression s'installa en maîtresse des lieux et sa dépendance à la bouteille prit des proportions alarmantes. Durant une période sombre, il s'effaça du monde, doutant que la création artistique puisse encore légitimer le fait de rester en vie après un tel drame. Seul le labeur le maintenait debout, une béquille nécessaire qui ne lui offrait pourtant aucun apaisement réel. Son retour sur les planches ne fut dicté par aucune ambition, mais par une urgence vitale. Chanter n'était plus un art, c'était un acte de résistance pure. Il fuyait les journalistes et s'interdisait d'évoquer le drame publiquement, la métamorphose de son œuvre hurlait sa douleur à qui voulait l'entendre. Les textes parlant de liberté ou de regret se chargèrent de plomb, se délestant de toute fioriture métaphorique pour toucher l'os. Il ne semblait plus interpréter des rôles de composition, mais confesser ses péchés et sa peine à ciel ouvert. Même sous les applaudissements des salles combles ou devant les caméras de grands cinéastes, on ne lisait nulle guérison, dans son regard seulement une infinie et douloureuse endurance. Ses cadets, eux, firent le choix de ne jamais trop s'éloigner de son orbite, formant un cercle protecteur autour du patriarche. C'est tout particulièrement le cas de Simon qui, des années plus tard, passera derrière la caméra pour réaliser une œuvre cinématographique profondément marquée par les tourments et la vie intérieure complexe de son géniteur.
Cependant, le terme de guérison ne franchissait jamais les lèvres de Reggiani. Pour lui réussir à survivre jour après jour, constituait déjà l'unique victoire envisageable. À compter de cet instant fatidique, le sentiment de vide et d'absence s'infiltra insidieusement dans la moindre de ses créations artistiques. Cet homme qui avait jadis su jouer la tragédie avec une élégante retenue en devint la vivante incarnation cohabitant pour le restant de ses jours avec un deuil dont il ne trouva jamais la clé pour s'évader. Ses ultimes années furent marquées par une sortie de scène tout en pudeur, laissant derrière lui un héritage malheureusement vulnérable et sans véritable bouclier. Il faut dire qu'après la disparition tragique de son fils Serge Reggiani, ne parvint jamais à redevenir celui qu'il était auparavant. Une part de lui s'était éteinte à jamais. Ce qui s'ensuivit ne fut pas une perte de son talent ou de ses facultés, mais plutôt une contraction volontaire de son existence, comme s'il cherchait à occuper le moins d'espace possible. Dès l'aube des années 80, il s'astreignit à une discipline quasi martiale, se servant de son métier comme d'une armature rigide pour empêcher le désespoir de le submerger totalement. Il persista à graver des disques et à monter sur les planches, non pas dans une quête de renouveau artistique, mais simplement pour préserver un semblant de continuité dans le chaos. Ses admirateurs toujours fidèles perçurent instantanément cette métamorphose subtile mais indéniable dans son attitude. Chacune de ses apparitions semblait désormais plus pesante ralentie, empreinte d'une gravité nouvelle, comme s'il devait mesurer avec une précision chirurgicale l'énergie émotionnelle qu'il pouvait offrir. Bien que les salles prestigieuses continuassent de lui ouvrir grand leurs portes et que sa légende restât immaculée aux yeux de tous, quelque chose s'était brisé. Une fois les projecteurs éteints dans le secret de sa vie privée, la joie n'était plus qu'un concept lointain qu'il observait avec une profonde méfiance, n'osant plus y croire. Durant toute la décennie 90, l'artiste se fit de plus en plus rare sur les écrans, réduisant considérablement sa visibilité médiatique. Il ne s'agissait pas d'une disparition totale, mais d'une sélection drastique privilégiant les rôles qui demandaient une introspection silencieuse plutôt qu'une exposition bruyante. Quand il acceptait de jouer, chacune de ses performances était chargée d'une lourdeur solennelle impossible à ignorer, une intensité qui ne venait plus de sa technique d'acteur, mais directement de ses cicatrices personnelles, tandis qu'il trouvait peu à peu refuge dans la sculpture et la peinture. Il ne voyait pas ces nouvelles activités comme une reconversion professionnelle ou une posture publique, mais véritablement comme des sanctuaires pour son âme meurtrie. Son entourage notait d'ailleurs qu'il trouvait une forme d'apaisement inédite lorsqu'il façonnait la matière de ses mains loin du tumulte des mots. Les arts plastiques lui offraient cette chance unique d'exister et de créer sans avoir à se justifier, sans devoir formuler le moindre aveu verbal. Dans une existence où chaque parole était devenue un fardeau trop lourd à porter, le silence s'érigeait comme son ultime rempart de protection. Malgré ce retrait, les hommages ne cessèrent de pleuvoir. Lorsqu'il célébra ses 80 printemps, une foule d'artistes vint saluer son immense apport au patrimoine culturel français, le couvrant de distinctions honorifiques. Il accueillit ces honneurs avec une simplicité déconcertante, sans la moindre pompe, évoquant que très rarement sa postérité ou ses succès, car à ce stade de sa vie, les louanges ne suffisaient plus à apaiser ses angoisses. Sa seule priorité était de rester en mouvement, de se sentir encore nécessaire pour ne pas sombrer dans une paralysie émotionnelle fatale. En 2003, scellant plus de 30 ans de vie commune, il s'unit officiellement à Noël Adam, sa compagne de toujours, par une décision dictée davantage par le pragmatisme que par le symbolisme romantique. Leur couple avait déjà survécu à l'usure du temps, traversant des décennies d'épreuves de maladies partagées et de lassitudes accumulées. Si ce mariage ne bouleversa guère leur routine quotidienne, il eut le mérite d'officialiser une loyauté indéfectible à un instant où Reggiani sentait sa propre fin approcher à grands pas. À peine un an plus tard, au cœur de la nuit du 22 juillet, son cœur cessa de battre dans sa résidence de Boulogne-Billancourt. Il s'éteignit à l'âge de 82 ans sans avoir subi de longue agonie, sans tournée d'adieu larmoyante ni dernier message au monde. Son départ fut à l'image de son existence silencieuse, d'une discrétion absolue presque sur la pointe des pieds. Il rejoignit la terre du cimetière du Montparnasse pour reposer aux côtés de son fils Stéphane, une proximité géographique que beaucoup interprétèrent comme le symbole d'une douleur enfin réunifiée. Toutefois, sa disparition ne marqua pas le début de la paix, mais l'ouverture d'un nouveau cycle de tourments supporté cette fois par ceux qui lui survivaient.
Il faut dire que Serge Reggiani ne s'était jamais vraiment soucié de stratégie financière ou de planification successorale. Étant avant tout un interprète et non un auteur-compositeur, les chansons qui avaient étoffé sa gloire ne généraient que de maigres revenus lorsqu'elles étaient reprises par d'autres artistes. Il avait toujours vécu au jour le jour, dépensant sans compter, épargnant très peu et s'en remettant aveuglément au destin. Si son testament léguait bien le droit moral de son œuvre à son épouse, il restait dramatiquement flou concernant le partage concret des biens matériels. Ce manque de précision déclencha une guerre juridique fratricide qui allait s'étendre sur près de 20 années. Noël Adam se vit rapidement plongé dans une précarité alarmante, subsistant avec une retraite dérisoire alors que les droits d'auteur étaient gelés par les batailles familiales. Les enfants nés de ces unions précédentes entrèrent en conflit ouvert pour la succession, se déchirant pour la possession des œuvres d'art, des meubles, des tableaux et des parts liées à son activité cinématographique. Même si la justice finit par trancher certains litiges, l'amertume et les rancœurs persistèrent de bien longtemps après les verdicts des tribunaux. Il fallut attendre de très longues années pour qu'un accord à l'amiable soit enfin signé à une époque où la valeur financière de cet héritage avait déjà considérablement fondu. En fin de compte, Serge Reggiani il ne s'en est pas allé en léguant des coffres-forts remplis d'or, ni un empire immobilier soigneusement bâti, ni même un patrimoine blindé contre les aléas du temps. L'unique trésor qui survit, ce sont ces bandes magnétiques saturées d'une vérité qui vous prend aux tripes, des performances sculptées dans la retenue et la pudeur plutôt que dans l'esbrouffe théâtrale. C'est la trace indélébile d'une vie qui démontre de façon tragique à quel point la passion artistique peut calciner l'existence de celui qui décide de s'y offrir en holocauste. Le rideau ne tombe pas sur une rédemption miraculeuse ni sur une énigme enfin résolue, car la vie n'est pas un film avec une fin parfaite. Son dernier acte s'est joué dans la pénombre, accompagné d'une blessure jamais cicatrisée et d'un mutisme final bien plus fracassant que n'importe quelle tirade d'adieu. À votre avis, les démons intérieurs de Serge Reggiani étaient-ils la source secrète de son immense talent, ou ont-ils été le poison violent qui lui a volé une paix qu'il n'a jamais pu retrouver? Dites-nous ce que vous en pensez juste en dessous, et si ce portrait vous a ému, n'oubliez pas de nous rejoindre pour lever le voile sur les secrets d'autres géants dont on ignore souvent les fêlures.